Bonjour à tous et bienvenue autour de cette nouvelle table ronde sur le thème « Lutte contre le changement climatique, quelles conséquences pour l'emploi ?» L'emploi est un enjeu majeur aujourd'hui des politiques économiques et c'est pourquoi la prise en compte de la lutte contre le réchauffement climatique dans l'élaboration des politiques économiques ne peut se faire sans considérer son impact sur l'emploi. Une économie plus respectueuse de l'environnement peut-elle donc favoriser l'emploi ? C'est la grande question que l'on se posera au cours de cette session qui a été organisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc cet établissement public est destiné au conseil des acteurs publics et privés dans les domaines de l'énergie, du développement durable et de l'environnement, et aide à l'élaboration des politiques publiques et à la réalisation de projets de recherche, donc en lien avec ces thèmes. Au cours de cette session, nous allons avoir le plaisir d'écouter M. Gaël Callonnec, macroéconomiste au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, Gaël Callonnec est notamment l'auteur de travaux sur l'évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France. Puis, Madame Catherine Caverio, directrice de la Maison de l'Emploi et du plan local pour l'insertion et l'emploi du pays de Vermandois, qui vise à favoriser l'accompagnement et le retour à l'emploi des personnes en difficulté professionnelle en leur permettant notamment de développer des compétences adaptées aux mutations de l'emploi. Nous aurons également le plaisir d'écouter Madame Tamina Karimova, juriste spécialiste du droit du travail au département de la recherche du BIT, et Madame Catherine Sagette, chef de l'équipe Travail, Revenu, Équité au département de la recherche du Bureau international du travail. Elles sont toutes deux co-auteurs du rapport phare « Emploi et questions sociales dans le monde 2018 », une économie verte et créatrice d'emplois. Donc l'OIT est l'agence de l'ONU chargée de promouvoir le droit du travail et des emplois décents, en rassemblant des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs des États membres. Ces économistes, acteurs publics et juristes engagés nous permettront donc de répondre à quelques-unes des grandes questions sur le lien entre changement climatique et emploi, lutte contre le changement climatique et emploi. Ainsi, pour quel secteur économique la lutte contre le changement climatique constitue-t-elle une opportunité ? Quels sont les secteurs qui doivent envisager des perspectives d'ajustement douloureux ? Et quelle est la nature des emplois détruits et créés ? Mais également, comment accompagner ces politiques environnementales pour qu'elles soient perçues comme équitables ? Je laisse donc maintenant la parole à Madame Dominique Pialot, journaliste à la Tribune. Merci beaucoup. Merci Thaïs. Merci et bonjour à tous. Je suis effectivement journaliste à la Tribune et je suis les problématiques environnementales et notamment transition énergétique depuis maintenant une dizaine d'années. Mais je suis entourée de spécialistes beaucoup plus éminents, dont un monsieur, et je salue ça n'est même pas de la diversité à ce stade, c'est une hégémonie féminine qu'on a malheureusement rarement l'occasion de constater. Alors trêve de plaisanterie, je sais qu'on est en fin de matinée et que l'heure du déjeuner approche, et d'ailleurs un certain nombre de jeunes ont quitté la salle, et c'est dommage, mais il en reste quand même certains d'entre eux, parce que c'est quand même un thème qui les intéresse à plusieurs titres. D'une part parce qu'il est question, comme ça vient d'être dit, de changement climatique. Or, c'est votre génération qui va devoir composer avec les effets du changement climatique et, je l'espère, agir plus que ne l'a fait la nôtre pour tenter de limiter les dégâts. Mais il y a aussi, comme dans toute cette manifestation du printemps de l'économie cette année, question d'emploi. Et l'emploi, bon, évidemment, c'est un sujet qui devrait tous concerner les jeunes dans les toutes prochaines années. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'impact économique, sans même parler précisément des emplois, sur l'impact économique de la lutte contre le changement climatique, notamment en ce moment à la faveur du mouvement des Gilets jaunes, qu'on dit plus préoccupé de fin du mois que de fin du monde. Mais pourtant, on sait que le changement climatique qui touche en premier lieu les plus vulnérables, à la fois les pays les plus vulnérables, mais aussi dans un même pays les populations les plus fragiles, est un facteur de creusement en fait, des inégalités. Et en termes d'emploi, on entend aussi bien des slogans comme ceux qui ont fait Florès à l'époque de la COP21, No jobs on a dead planet, je pense que je n'ai pas besoin de traduire, mais aussi l'emploi, c'est quand même l'argument qui est brandi en premier lieu par les tenants du business as usual, les conservateurs qui ne veulent
pas changer. Et je pense qu'on va parler d'un certain nombre de secteurs d'activité. Certes, il n'est pas question de dire que c'est simple, facile, et qu'il n'y a pas des coûts, y compris en termes d'emploi, à plus ou moins brève échéance. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir comment anticiper, se préparer, se former pour précisément pouvoir bénéficier au mieux des opportunités de création de richesses et d'emplois qui sont liées à la lutte contre le changement climatique. En fait, lors de cette table ronde, on va essayer, en observant les choses à différentes échelles, à la fois au niveau macroéconomique, mondial et national, mais aussi à un niveau très local et, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, de ce que signifie la lutte contre le changement climatique et de la façon dont on s'y prépare, notamment sur le plan des emplois. Et l'idée, c'est d'essayer de voir si, en défilant, comme ils l'ont fait nombreux vendredi dernier, dans les rues de France et ailleurs dans le monde, les jeunes défendent également leurs futurs emplois. Donc voilà, je propose d'essayer de voir à la fois en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, quelles sont les incidences de la lutte. Alors, lutte contre le changement climatique, parfois j'emploierais le terme de protection de l'environnement d'une façon plus générale, parce que tout ça est quand même très, très lié. Et alors, à tout seigneur, tout honneur, je me tourne vers vous, Madame Sagette, au nom du Bureau international du travail, pour nous dire comment l'environnement en général et donc le climat en particulier ont une incidence, et quelle incidence sur le travail, sur l'emploi plus exactement. Vous avez, comme ça a été dit par Thaïs, publié très récemment, il y a quelques mois, un rapport qui traite très directement du sujet. Donc je pense que vous avez essayé, je pense que ça fonctionne. Je crois qu'il fonctionne. Il fonctionne ? Oui. Oui. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Merci Dominique. Je voudrais commencer par dire quelques mots sur pourquoi est-ce que le Bureau international du travail s'intéresse à cette question de l'environnement. Le BIT est l'agence spécialisée des Nations Unies pour la promotion des droits au travail et qui s'occupe notamment du droit de grève, de l'emploi des jeunes, du salaire minimum, entre autres. Et nous fêtons cette année le centenaire de l'organisation. Pour le BIT, le défi de la transition énergétique, c'est d'aider les gouvernements, surtout le ministère du Travail, les entreprises, les syndicats, à prendre en compte les enjeux de la transition. C'est la raison pour laquelle le BIT produit des estimations de l'impact du changement climatique sur le marché du travail. Le BIT reconnaît aussi que la transition verte, la transition écologique, a des implications sur la politique sociale. Elle génère, par exemple, une demande de nouvelles compétences. Par ailleurs, il y a des gens qui vont perdre leur emploi pendant la transition. Ils vont avoir besoin de soutien, d'un revenu de remplacement. Le monde du travail dépend énormément, au niveau global, pas seulement en France, d'un environnement qui est sain, stable et prévisible. Par exemple, si la pêche disparaît, c'est 86 millions d'emplois qui disparaissent au niveau global. Par ailleurs, avec l'augmentation des températures, avec le réchauffement climatique, il y a un phénomène de ce qu'on appelle le stress thermique. Le stress thermique, c'est quand il fait trop chaud pour travailler, en tout cas trop chaud pour travailler à un rythme normal. C'est un phénomène qui touche surtout les travailleurs de l'agriculture, de la construction, mais aussi, par exemple, les travailleurs dans les ateliers textiles. Ce stress climatique, il va diminuer les heures où on peut travailler de 2% en 2030. 2% au niveau mondial, 5% dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan. Donc le marché du travail dépend énormément de l'environnement. Maintenant, sur la création d'emplois... Parce que ce que j'allais dire, là, en fait, c'est une démonstration très importante. Je pense qu'on n'a pas forcément conscience, un peu par l'absurde, c'est que d'une certaine façon, on n'a pas le choix que de lutter contre le changement climatique pour préserver les emplois, la productivité. Mais au-delà de ça, vous avez effectivement estimé les créations nettes d'emplois
dans un certain nombre de... si certaines politiques publiques étaient mises en œuvre. Oui, l'économie verte produit des emplois, crée des emplois, de nombreux emplois. 24 millions d'emplois au niveau mondial peuvent être créés d'ici 2030 par l'adoption de méthodes de production de l'énergie renouvelable, par l'utilisation accrue de véhicules électriques et par la rénovation des bâtiments. Tout ce qui concourt à respecter l'accord de Paris, en fait, c'est ça. Exactement. Maintenant, il y a aussi d'autres méthodes de préservation de l'environnement, par exemple l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? C'est une économie où on recycle, on réutilise, on rénove, on répare les biens. Donc c'est bien pour l'environnement, mais ça crée aussi de l'emploi, parce que c'est fortement dépendant des services. On peut également créer de l'emploi dans le secteur agricole en faisant la promotion de l'agriculture durable. Donc c'est évident dans le cadre de l'agriculture biologique, de l'agriculture organique, non biologique, puisque l'agriculture bio est plus fortement intense en emploi, ou encore de l'agriculture de conservation, mais je pense que j'aurai l'occasion de revenir plus tard dans le débat. J'espère aussi. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Gaëlle Callonnec au nom de l'ADEME. Donc, si vous pouvez nous préciser en 1 minute quelles sont les missions de l'ADEME pour ceux parmi vous qui l'ignoraient, je pense surtout aux lycéens. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les constats qui sont faits par Madame Saget valent également pour la France. En France, à l'époque du Grenelle de l'environnement, donc c'était en 2008, le Boston Consulting Group de mémoire, ou McKinsey, je ne sais plus, non, je crois que c'est le BCG, avait publié un rapport qui faisait état de la création de 600 000 emplois en 2050 peut-être. Non, je crois que c'était en 2020 à l'époque. Je crois que c'était en 2020. Quid, vous n'avez pas à être redevable des projections du BCG d'il y a 12 ans, mais néanmoins, j'aimerais savoir ce qu'il en est. On parle de 3,8 millions d'emplois verts aujourd'hui. Vous avez vos propres projections pour que fait l'ADEME à des horizons 2030 et 2050. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Grosso modo, oui, les analyses qui valent au niveau international peuvent être déclinées à l'échelle française. Nous avons estimé que si on divisait par 4, voire par 8 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, on créerait grosso modo 300 000 emplois. Peut-être rappeler que 4, c'est le fameux facteur 4 qui était en vigueur jusqu'à peu. Avant l'accord de Paris, oui. Et que divisé par 8, c'est une version très optimiste, c'est une interprétation très optimiste de la neutralité carbone. C'est vrai. Je crois que dans la loi qui vient d'être repoussée, là, dans la petite loi sur l'énergie, il est question de diviser par 6. Mais enfin, on ne l'a pas vu encore. On ne l'a pas vu encore. Non, ouais. Donc on peut dans tous les cas, spéculer sur ce sujet. On divise. Voilà, de toute manière, il faut diviser nos émissions de gaz à effet de serre parce que, comme l'a rappelé Catherine, d'accord, c'est comme ça, voilà ça. Comme l'a rappelé Catherine, si on ne fait rien, les températures moyennes de la Terre pourraient augmenter de l'ordre de 4-5 degrés selon le GIEC. Pour vous donner un élément de comparaison, avec une température moyenne inférieure de 4 degrés il y a 30 000 ans, la banquise descendait jusqu'à Bordeaux l'hiver. Donc vous pouvez imaginer à l'inverse ce que pourrait générer pour la France une augmentation des températures planétaires moyennes de 4-5 degrés. Ce serait une catastrophe pour la biodiversité française, pour la production agricole, etc. Et surtout, je vous ai expliqué qu'on pourrait avoir des pics de température de plus de 50 degrés l'été, ce qui rendrait le travail à l'extérieur, en France, ouais. En Île-de-France, à Paris, ce qui rendrait le travail à l'extérieur tout simplement impossible. Donc, ce serait la catastrophe. Dans ce contexte, on se demande pourquoi on nous demande encore à nous, économistes, de démontrer économiquement si la lutte contre le réchauffement climatique est un gain pour la France. Donc vous aussi, vous dites on n'a pas le choix, en fait. Alors, on n'a pas le choix. Alors, quand on fait nos études, on s'aperçoit qu'on pourrait générer 300 000 emplois supplémentaires en 2030
net des destructions d'emplois. Il y aura des perdants. Il y Oui, aura parce des qu'on gagnants. on va revenir à ça, effectivement. Voilà. Il va y avoir des destructions d'emplois et des créations, mais le solde net serait positif. Donc. Voilà. Et entre 800 000 et 1 million en 2050, mais là, on est quand même dans des projections de très, 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 très long terme. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Depuis 2006, dans les secteurs de transport collectif urbain, efficacité énergétique dans le bâtiment et équipement énergie renouvelable, on a créé 300 000 emplois entre 2006 et 2014. C'est-à-dire une hausse de 69% de l'emploi du secteur. C'est quand même le secteur économique, l'économie verte, qui continue à croître de manière très, très, très dynamique, malgré la crise, malgré les soubresauts conjoncturels, etc. Donc on est sur une forte progression. Néanmoins, on constate un tassement depuis 2014, parce que le prix du pétrole a chuté, donc ça désincite les entreprises à faire de l'efficacité énergétique ou les ménages à faire de la rénovation énergétique. On a eu une diminution des tarifs de rachat des énergies renouvelables qui font que la croissance de l'économie verte a tendance à se tasser, mais elle reste dynamique. C'est regrettable parce qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. On s'est fixé des objectifs de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et pour le moment, les tendances actuelles ne nous permettront pas d'atteindre ces cibles, à moins qu'on mette un nouveau coup de collier. On s'est d'ailleurs aussi fixé, notamment fixé des objectifs en termes d'énergie renouvelable au niveau international, européen, qu'on ne va pas atteindre. Là, pour 2020, c'est un peu foutu là, quand même. Ni dans l'Union européenne, ni en France, et encore moins en France. Il y a certains pays de l'Union européenne, oui. La France n'est pas parmi les meilleurs élèves. Non, elle est même plutôt, elle figure malheureusement en queue de plutôt peloton. Parmi les mauvais élèves. Pourtant, les objectifs qui sont dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse dont on attend la publication, sont très ambitieux. Mais ensuite, est-ce qu'on a les moyens d'atteindre ces ambitions ? C'est beaucoup. C'est ce qu'on verra aussi avec Madame Gaverio tout à l'heure. Comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Parfois, dans la mise en œuvre, c'est là que ça pêche un petit peu. Alors, effectivement, Catherine Saget, vous avez commencé à aborder le sujet emploi, agriculture bio, agriculture de conservation. Effectivement, on ne peut pas mettre en œuvre le même type de politique dans tous les pays. Typiquement, dans les pays développés comme la France, l'Europe en général et d'autres, évidemment, l'agriculture bio, c'est un produit de niche qui crée de l'emploi et qui a un marché. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut généraliser dans le monde entier ? Alors, l'agriculture bio, c'est à peu près 4% des terres arables au niveau mondial. C'est entre 10 et 20% dans un certain nombre de pays européens, comme la République tchèque, la Suisse, l'Autriche. C'est un peu moins de 10% en France. Malgré ça, de plus en plus de consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé, puisque c'est ça l'agriculture bio en termes de produits, de prix, pour un produit de cette qualité. Dans les pays en développement, je pense en particulier à un pays comme l'Ouganda, où il y a beaucoup de petites exploitations agricoles bio. Il y a entre 200 et 400 000 agricultures bio. Donc là, vous voyez, on n'a pas du tout la qualité des statistiques ou des modèles français. La fourchette est large. Oui, la fourchette est large. Mais c'est une agriculture pour l'exportation. Ce ne sont pas les gens, les Ougandais, les gens du marché qui consomment ces produits bio. Donc le bilan énergétique, d'abord, peut être remis en question. En revanche, et puis, c'est pas ça qui les nourrit, donc. Voilà, exactement. Dans un pays comme l'Ouganda, le défi, c'est vraiment le défi du développement rural, de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas la promotion de l'agriculture biologique. En revanche, il y a une autre agriculture, un autre mode de production agricole qui est l'agriculture de conservation, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est assez facile à reconnaître visuellement. Puis elle consiste à recouvrir de cultures, d'herbes, de débris végétaux, l'espace entre les cultures. Elle est très commune dans certains pays d'Amérique latine, où elle représente jusqu'à 70% du total des terres arables. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de recouvrir les sols ? D'abord parce que ça évite l'évaporation.
Ça favorise la séquestration de carbone et ça empêche aussi l'érosion des sols. Donc d'un point de vue de l'environnement, c'est intéressant. Et d'un point de vue du prix des produits agricoles, le prix est à peu près comparable avec celui des méthodes traditionnelles. En revanche, si on couvre les terres agricoles, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de labour. Or, le labour génère de l'emploi. Voilà, donc c'est moins bon pour l'emploi. En termes d'emploi, c'est pas contrairement terrible. à l'agriculture biologique, ça emploie encore moins de main-d'œuvre que l'agriculture, on va dire, standard. Voilà. Donc le défi, vous l'avez compris, c'est pour les pays pauvres. On peut, ni l'agriculture biologique ni l'agriculture de conservation sont des options envisageables. Est-ce que rapidement, vous pouvez, avant de poser la même question pour la France, et plutôt en parlant de secteurs qui ne sont pas très représentés en France, justement, nous dire quels sont les secteurs d'activité dans lesquels, au contraire, il va y avoir le plus de destruction d'emplois dans les prochains, si on met en œuvre l'accord de Paris, typiquement, si on lutte contre le changement climatique? Alors, à propos de cet exemple, j'ai envoyé une diapo. Je ne sais pas si les organisateurs pourraient peut-être nous la montrer. Donc, branle-bas de combat, la diapo. Donc, la diapo. Donc, j'ai mentionné dans ma première intervention l'augmentation de 24, la création de 24 millions d'emplois dans le monde grâce à l'adoption de pratiques durables dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est 24 millions de création d'emplois, mais il y a aussi 6 millions de destruction d'emplois. Donc, nous avons examiné 163... Mais ça veut dire que le solde, c'est 18 ou c'est 24, c'est le solde? Ah non, c'est 24. 18, c'est d'accord, 18. C'est 24 moins 6. Oui, la création d'emplois nette, c'est 18 millions. Donc là, si vous regardez les secteurs qui, parmi les 163 secteurs d'activité économique que nous avons examinés dans notre rapport, il y en a certains qui créent beaucoup d'emplois, notamment la construction, ça s'explique clairement, puisqu'on veut améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, et aussi le secteur des énergies renouvelables. En revanche, des pays, des régions qui sont fortement dépendantes de l'extraction des ressources naturelles pour leur économie, comme le Moyen-Orient, la Russie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ces pays-là, ils vont subir des pertes d'emplois dans ces secteurs des ressources naturelles, en particulier le pétrole et le charbon. Et alors, on aura probablement, on n'a pas le temps vraiment de détailler ça aujourd'hui, mais contrairement à la France, c'est pas forcément des pays où ça va être très simple de reconvertir toutes ces populations qui vont perdre leur emploi. Est-ce qu'on peut facilement leur trouver, les former à d'autres emplois dans leur pays? Est-ce que ça, c'est quelque chose que j'imagine vous étudiez? Et donc, je suppose que les réponses divergent beaucoup selon les pays, mais oui, les pays que vous avez cités, là, est-ce qu'on peut les reconvertir, ces emplois, dans d'autres secteurs d'activité? Oui, des pays comme, par exemple, l'Arabie saoudite ou la Russie, qui, dans les forums internationaux où on parle de ces questions-là et on essaie de se mettre d'accord sur des objectifs environnementaux à atteindre, c'est clairement des pays qui vont freiner parce que c'est extrêmement dangereux pour leur économie. Ils freinent d'ailleurs dans les négociations internationales sur le climat. Oui, c'est justement. Mais en revanche, ces pays-là, même l'Arabie saoudite et la Russie, c'est des pays qui mettent en œuvre des mesures pour diversifier leur économie, pour essayer de se débarrasser de cette surdépendance aux ressources naturelles. Et est-ce que dans certains pays, ça va être compliqué de trouver d'autres secteurs d'activité pour employer les personnes qui vont perdre leur emploi? Oui, donc il y a des gens qui vont perdre leur emploi pendant la transition. Il y a des secteurs d'économie qui vont voir leur activité se réduire. Et donc là, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement soient en place, notamment en matière de développement des compétences et en matière de protection sociale. Je peux citer peut-être un chiffre en ce qui concerne la protection du chômage. Dans le monde, 40% des gens ont droit à un revenu de remplacement s'ils deviennent chômeurs, s'ils perdent leur emploi. En France, environ à peu près 70-80% des chômeurs, suivant les années, perçoivent des allocations chômage. Donc l'enjeu n'est pas le même. On peut penser aussi à la requalification, à la formation des compétences. C'est justement de ça qu'on va parler. Donc la France, effectivement, sur le papier, c'est quand même un pays qui a les moyens de s'adapter en principe à toutes ces évolutions. Néanmoins, il y a aussi des secteurs qui sont particulièrement concernés par cette lutte contre le changement climatique. Quels sont-ils et comment est-ce qu'on peut
quantifier le nombre d'emplois qui sont menacés et comment peut-on faire pour opérer des reconversions professionnelles. Oui. Alors, il y a à peu près, à l'horizon 2030, 100 000 emplois qui sont menacés. Alors vous, quand vous parlez des 300 000 là tout à l'heure, C'est un solde net, positif, hein, voilà. c'est net. Hein. D'accord. Ouais. Donc on crée en fait beaucoup plus d'emplois grâce à la transition énergétique qu'on en détruit. Parce que d'abord les secteurs de production d'énergie fossile, donc gaz, pétrole, charbon, responsables de nos émissions de gaz à effet de serre, sont très intensifs en capital. Donc c'est des secteurs qui vont naturellement trinquer. On va devoir fermer des centrales thermiques à flamme, nos centrales au charbon, des raffineries, etc. Et on ne parle même pas du nucléaire là. Et là, on ne parle pas du nucléaire. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer de toute façon. Parce qu'on ne sait Mais pas trop ce qui va quand se passer. même, on sait qu'il y a 200 ou 220 000 emplois qui sont concernés, puisque on nous le répète quand même assez régulièrement. Alors, ça, c'est les emplois totaux du secteur de la production d'électricité. Dans les centrales... Bon, c'est 80%, c'est du nucléaire, donc... Oui, mais dans les centrales en elles-mêmes, Ouais. c'est 60 000 emplois directs. Ah bon? Ah oui, le reste, c'est de la distribution, c'est de l'entretien de réseau. Donc ça etc., pourrait être etc. reconverti plus facilement pour distribuer une autre forme Bien sûr. d'électricité. En fait, le secteur de la production d'électricité, lui, il va gagner en emploi. C'est-à-dire que si vous fermez demain des centrales thermiques à flamme, voire nucléaires, vous allez devoir remplacer ces moyens de production par d'autres moyens de production. Or, on a plus d'emplois au kilowattheure d'énergie renouvelable produits que dans les centrales thermiques à flamme. Donc, ce n'est pas le secteur de l'électricité qui va trinquer. C'est plutôt le secteur de la production et de distribution des combustibles fossiles. Le transport routier de marchandises va souffrir. Peut-être l'automobile. Cela dépend si on arrive à réaliser le virage de la production locale de batteries électriques. Alors justement, je voulais vous parler de l'automobile parce que Ouais. quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, je vous en ai parlé de l'automobile et vous m'avez dit qu'il y avait finalement assez peu de main-d'œuvre dans la fabrication d'une automobile elle-même Ouais. et que automobile électrique ou thermique, ça ne changeait pas fondamentalement les choses. Ouais, je me trompe? Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et entre-temps, j'ai entendu quelque chose dont je voudrais vous reparler. Si demain, on produit les batteries des véhicules électriques destinés Ici. au marché français sur le territoire français, ce qui pour le moment n'est pas Ce n'est gagné. pas le cas. Hein. Mais il y a un vaste projet avec l'Allemagne, non? L'Airbus de la batterie. Voilà, et ben on va voir où ça nous mène. Nous souhaitons qu'il aboutisse parce que, faute de quoi, l'industrie automobile française pourrait être quand même très, très fragilisée. Parce que j'ai entendu le patron de Volkswagen cette semaine dire qu'ils allaient opérer un virage vers la voiture électrique et que ça allait détruire 20% de leurs emplois. Donc, Pour Volkswagen. oui. Après, ça dépend effectivement si les voitures électriques sont assemblées sur le territoire allemand, si ils importent les batteries ou pas, etc. etc. Hein. Donc, Il faut en fait, reconnaître aussi que c'est souvent quand même un argument, même si, bon, là, ils annoncent qu'ils opèrent un virage, mais pour expliquer pourquoi on ne peut pas y aller trop vite, etc. C'est quand même beaucoup, cet argument de l'emploi est beaucoup brandi pour... mais je ne dis pas qu'il est pas réel, hein, mais parce que ça ne se fait pas non plus d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Non, bien sûr. Après, on ne va pas faire non plus la transition énergétique du jour au lendemain. Rappelons-nous une chose, dans les années 70, il n'y avait pas de centrale nucléaire en France, ou presque, et on est passé en 20 ans du tout fossile au tout nucléaire en termes de production d'électricité. Au début du siècle, on est passé de tout biomasse à tout charbon, etc. etc. Donc, des transitions majeures, fondamentales, de grande ampleur, en fait, nos sociétés, au cours des 100-150 dernières années, en ont connu plein. Donc on est capable, si on veut, Voilà, on peut. on a 15-30 ans devant nous, on a déjà amorcé cette transition. Je pense qu'elle peut se faire de manière heureuse, et ce d'autant plus qu'a priori, on devrait créer plus d'emplois qu'on en détruit. Donc, mais vous avez l'impression facile, que ça, c'est un message qui passe au niveau politique, que c'est créateur d'emplois? Alors malheureusement, nos décideurs politiques sont très polarisés sur les échéances de très court terme.
Ils et sont nos médias pris sont dans très leur, polarisés sur les mauvaises nouvelles de court terme. Non, ça c'est faux. Non, il y a le journalisme de solution qui se focalise sur, au contraire, comme C'est son nom vrai. l'indique. Mais lui aussi, il est émergent, je trouve. À titre personnel, ça fait 10 ans que j'écris ce que vous êtes en train d'expliquer là, C'est vrai. alimenté par vos études, donc je me sens pas J'apprécie du beaucoup, tout j'apprécie beaucoup la visée. tribune. Mais regardez, quand vous regardez le journal télévisé de 20 heures, bien souvent, on vous parle plus de fermeture d'entreprise que de création d'entreprise. Et de la même façon, on parle plus des Gilets jaunes qui ont cassé les Champs-Élysées que de la marche pour le climat Tout à fait. qui se déroulait le même jour. On va vous parler de la fermeture de la centrale au charbon de Gardanne. On ne vous parle pas de l'ouverture, ou très peu, hormis dans la presse écrite, hein, Oui, oui. de la centrale biomasse de Gardanne, etc., etc. Et ça, c'est une véritable difficulté pour nos politiques. Après, je pense qu'ils pourraient se donner les moyens, comme Nicolas Hulot l'avait envisagé à un moment, de faire des contrats de transition de ouais. territoire Ouais, justement, je voulais vous en pour parler. privilégier l'implantation de nouvelles industries là où les territoires vont pâtir le plus de la transition énergétique. Mais pourquoi vous dites, comme l'avait envisagé Nicolas Hulot, c'est plus d'actualité, ces contrats de transition énergétique? En tout cas, je n'ai pas eu l'impression On que ne nous a pas l'enveloppe annoncé- budgétaire qui Ah, était consacrée, voilà. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, on se fixe des objectifs de résultats extrêmement ambitieux, mais on n'a pas d'obligation de moyens. Ça c'est presque du greenwashing entre nous. Donc, il y a un moment, il faut se donner les moyens d'y aller. Alors justement, on va regarder sur le terrain, si je puis me permettre, avec Catherine Gaverio, comment ça se passe, et vous allez nous partager une expérience très intéressante. Alors, est-ce que vous êtes directrice de la Maison de l'Emploi et du PLIE, P-L-I-E, du pays du Vermandois? Alors là, il y a beaucoup d'explications de texte qui s'imposent. Le pays du Vermandois, j'avoue que je ne savais pas où c'était, mais maintenant je sais. Son nom l'indique modérément, je dirais. Et plus sérieusement, enfin ça c'est intéressant, vous allez nous le dire, mais que font les maisons de l'emploi et les plis? Quelles sont leurs missions? Et ensuite, expliquez-nous, vous, par rapport au sujet du jour, ce que vous avez observé puis mis en œuvre. Merci. D'accord, bonjour à tous. Donc effectivement, le pli du pays du Vermandois est situé en fait dans la région Hauts-de-France, mais plutôt sur le versant sud, dans un département très, très rural qui est celui de l'Aisne. Donc le pli, c'est un Si on plan... peut citer la ville de Saint-Quentin, peut-être. Ville de Saint-Quentin, voilà, c'est 30 km autour de la ville de Saint-Quentin pour situer les choses. Le PLI, c'est un plan local pour l'insertion et l'emploi, donc un dispositif qui sert à accompagner à la formation et à l'emploi les publics les plus éloignés sur un territoire donné, en travaillant sur la montée en compétences. Et à l'intérieur d'une maison de l'emploi, un PLI, c'est ce qui va correspondre à l'axe 2 d'une maison de l'emploi, c'est-à-dire le développement local de l'emploi en préparant les publics. La maison de l'emploi, elle est là comme cœur de métier de travailler sur l'anticipation des mutations économiques sur son territoire. Voilà, donc complètement dans le sujet, en prenant en considération à la fois, bien évidemment, les emplois qui disparaissent, mais surtout ceux qui vont arriver. Et c'est dans ce cadre-là que la Maison de l'Emploi a travaillé dès 2009 sur un projet qui s'appelait Maison de l'Emploi et Développement Durable, et qui préfigurait d'un travail justement sur ce qui s'appelait le Grenelle de l'environnement et tout ce qui était la transition énergétique. Et en l'occurrence, sur ce projet, nous avons beaucoup travaillé avec l'ADEME, mais également les conseils régionaux, puisqu'ils font partie au travers de leurs compétences à la fois sur les aspects de formation, de la transformation en fait, de la transformation des métiers. Donc sur notre territoire, comment on fait finalement pour travailler sur ces sujets-là? Eh bien, il y a une question qui se pose, et en l'occurrence, en 2009-2010, eh bien, c'est comment
les entreprises du bâtiment vont faire face à de nouvelles normes qui arrivent en matière de performance énergétique, et notamment donc une norme qui arrive, qui est la réglementation thermique 2012. Qui abaisse en fait la consommation au mètre carré dans le neuf. Hein, c'est ça. Exactement, exactement. Donc à partir de là, eh bien, il faut se poser la question, justement sur un territoire rural comme le nôtre, qui en plus n'est pas très riche, avec un habitat qui est un habitat plutôt individuel. Nous sommes à la campagne, donc la manière dont on va isoler effectivement le bâtiment, mais comment les entreprises vont répondre à ces nouvelles normes en étant formées. Donc, comment elles se forment elles-mêmes, comment elles obtiennent un certain nombre de labels, comment elles forment également leur personnel, mais également, d'un autre côté, comment on sensibilise à la fois les élus par rapport à des programmes de rénovation, comment on sensibilise aussi la population à ces aspects donc, de rénovation énergétique, comment on aide aussi cette population à aller chercher les financements qui vont bien. Voilà. Également, donc, comment on travaille sur ces nouveaux métiers qui arrivent, puisque nous sommes sur des métiers qui ne sont pas encore très développés, comme ceux, à ce moment-là, des diagnostiqueurs immobiliers ou autres. Et c'est là que vous avez vous donné un petit coup de griffe à certains labels, puisqu'en fait, il y a des entreprises qui se retrouvent labellisées alors que leur personnel n'a pas la moindre idée, enfin j'exagère peut-être un peu, mais de comment s'y prendre pour travailler correctement par rapport à ces nouvelles réglementations. Voilà, exactement. C'est vrai que donc, dans les différents travaux que nous menons et dans le plan d'action qui est mené, donc au-delà des sensibilisations qu'il va y avoir, il va y avoir également donc la montée en compétences et la mise en place, ou en tout cas la promotion de formations qui vont permettre de répondre à ces normes. Les entreprises donc sont mobilisées, sont sensibilisées à l'obtention de labels, que ce soit les labels FIBAT ou Pro de la rénovation énergétique. Mais en fait, les entreprises obtiennent des labels au fil du projet donc, qui a duré quelques années. Il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, on a obtenu effectivement une montée en compétences quelque part des entreprises. Mais finalement, au bout du compte, on se rend compte que les entreprises ont été labellisées, mais d'un autre côté, ça n'a pas servi à la montée en compétences des compagnons de ces entreprises qui finalement ont continué à poser les matériaux comme elles l'entendaient et comme elles avaient l'habitude de le faire, puisqu'en fait, on a aussi des professions qui n'ont pas l'habitude d'aller en formation, à la fois parce que voilà, c'est pas enfin voilà, c'est pas donné. Enfin, c'est aussi quelque chose qui peut paraître éloigné, et donc toute cette population ne va pas en formation. Donc les FIBAT sont venus en proximité pour former les entreprises, mais d'un autre côté, nous n'avons pas répondu en fait quelque part à la montée en compétences des compagnons. C'est la raison pour laquelle, donc, d'un projet en vient un autre. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Voilà, parce qu'on ne va pas rester sur ce constat en demi-teinte, on va dire, pour ne pas dire plus. Mais vous allez nous expliquer, du coup, ce que vous faites maintenant. Gaël Calonnec, est-ce que vous êtes surpris de ce témoignage? Et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? À l'échelle nationale, quelles sont les grandes directives qu'on pourrait appliquer pour éviter ce genre de situation? Enfin, bon, ça date peut-être, on va dire que c'est derrière nous, cette période-là, mais... Oui et non. Hein. Bon, après, ce sont des problèmes inhérents à toute forme de transition. Hein. Les habitudes, on la vie dure. Ouais. Ça vaut dans la vie politique comme dans les milieux professionnels. Vous expliquez pas à un artisan qui fait son boulot depuis 40 ans d'une certaine manière qu'il faut le faire différemment. Voilà. Après... On a un souci, c'est-à-dire qu'on entend souvent les professionnels nous dire on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour réaliser les travaux que vous envisagez. Et d'un autre côté,
s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'adaptation de C'est l'offre. toujours l'histoire de la poule et l'œuf, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le serpent se mord la queue. Donc il y a un problème. Et on peut constater quand même que dans les périodes où il y a eu des politiques volontaristes très fortes, donc à partir de 2007, on augmente le crédit d'impôt à la transition énergétique de manière significative dans la foulée du Grenelle. Hein. Par exemple, eh bien, en 4 ans, on a créé dans le bâtiment, dans la branche rénovation énergétique du bâti ancien, 66 000 emplois. Ah oui, 66 000 emplois en 4 ans. Alors que les professionnels du secteur nous expliquaient auparavant qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre disponible, qu'il y avait un goulet d'étranglement, etc., etc. Donc, quand il y a des perspectives de travaux lucratifs, les secteurs se débrouillent toujours pour trouver de la main-d'œuvre, la former. Alors souvent, la former sur le tas, voilà, ils apprennent le métier comme ça. Il y a des insuffisances qui sont parfois scandaleuses, hein, avec des gens qui se réclament de labels de très haute qualité alors qu'ils vous font un travail de bâclé. Mais quand même, ça progresse. C'est-à-dire que la tendance est plutôt positive. Et puis, les institutions se mobilisent pour accompagner le secteur et ses évolutions. Merci. Alors, avant de revenir à vous et au projet que vous menez actuellement, je me tourne vers la juriste de ce panel, donc Tamina Kamirova. Vous voudriez insister sur le rôle des normes juridiques, notamment dans les périodes de transition, comme celle qu'on vit actuellement. En quoi les normes peuvent je ne sais pas, servir de matelas, peut-être d'amortissement pour certains types de populations, ou plus généralement d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est vrai, peut-être que la question concernant les normes peut être un peu aléatoire, mais les normes sont vraiment essentielles. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de normes, en fait, qu'on comprenne bien de quoi on parle, en fait? Oui, bien sûr. Je vais quand même dire que les normes sont essentielles pour que la transition soit juste. Et quand je dis par exemple les normes ou le cadre juridique, c'est-à-dire c'est des bases d'action. C'est une base qui crée les droits et aussi les mécanismes pour les protections. Alors, en ce qui concerne la transition vers l'économie verte, les normes de travail, surtout, il peut nous aider à régler plusieurs questions. En première place, comme ma collègue a déjà dit, il y aura toujours, bien sûr, les secteurs qui sont concernés et les travailleurs qui sont touchés par la perte de l'emploi. Donc, les normes, ils fournissent de protection, surtout protection minimum sociale pour ces gens. Et elles sont aussi capables de donner un cadre pour développer les compétences qui sont utiles pour les secteurs verts. Et plus important, dans ces secteurs verts, les normes de travail, il peut aussi donner de garanties pour assurer les conditions décentes de travail. En outre, j'aimerais aussi constater que les normes juridiques, ils sont aussi capables de régler ou comment on peut dire, de donner les règles de jeu pour tous les partenaires qui participent, surtout les patronats, les salariés, le gouvernement, pour décider les questions les plus importantes dans la vie sociale et la vie économique. Et deuxièmement, je pense que le lieu de travail, c'est un lieu qui est directement lié à la consommation. Et le lieu de travail est un forum le plus direct et le plus efficace pour stimuler le changement et pour stimuler aussi la consommation durable. Si vous vous rappelez par exemple les groupes d'experts sur action sur le climat, ils ont dit qu'il faudra vraiment des mesures peut-être colossaux et des mesures aussi très méga, on peut dire, pour résoudre la plupart des questions liées à l'écologisation de l'économie verte. Et dans ces domaines, si les lois, par exemple, ils permettent d'intégrer le télétravail, si elle peut aussi de nous donner la capacité de réduire les jours de travail, de réduire les heures de travail,
d'adopter les mesures comme écomobilité ou promouvoir les achats éco-responsables au milieu du travail. C'est une façon, en effet, de rendre cette transition non seulement verte, mais aussi une transition qui va intégrer les intérêts, les droits des générations futures. Donc en fait, c'est en quoi les normes favorisent finalement une transition écologique fluide, ce que vous venez de nous citer comme exemple. On peut dire que si, par exemple, maintenant, les grandes préoccupations sont autour d'un changement climatique et dégradation environnementale, les normes de travail, ils touchent les aspects humains. On peut pas penser de génération future sans avoir le respect de droits et aussi des intérêts de génération présente. Et cette symbiose, on peut dire un équilibre très délicat. Et je pense que les normes, surtout le code de travail, et en France, par exemple, il y a un cadre qui a été intégré dans le plan climat qui s'appelle le contrat de transition écologique. Et ces contrats qui permet, par exemple, comme j'ai déjà cité, de réunir les salariés, de patronat et aussi de gouvernement pour discuter comment l'écologie peut être un véhicule pour la promotion de l'économie. Alors, les contrats de transition énergétique, vous nous disiez que l'enveloppe budgétaire n'était pas forcément à la hauteur des besoins. Il y a d'autres types d'actions menées par l'ADEME. J'ai lu quelque part qu'il y avait le lancement de job datings en région. Est-ce que vous pouvez... oui, job dating, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? C'est un peu la même idée. Bon. Oui, c'est un peu la même idée. Alors, comme on vient de le lancer, je n'ai pas... vous n'avez pas de retour d'expérience. Je n'ai pas de retour d'expérience, donc je ne pourrais pas vous en dire... Mais quelles sont les intentions? Beaucoup plus, mais l'intention, c'est quand même de faire savoir aux jeunes que ces secteurs sont porteurs, prometteurs, et puis de leur donner envie d'y aller. Et ça va se faire en fait région par région, oui, pour être adapté à chaque territoire. En tout fait. à fait. L'ADEME a des délégations générales dans toutes les régions de France, donc on mène des actions de terrain comme ça importantes. Ouais. Alors revenons à une action de terrain qui se fait. Alors je ne sais pas quelle est la part que joue l'ADEME, le cas échéant, dans votre projet, mais en tout état de cause, décrivez-nous votre projet et en quoi est-ce qu'il pourrait être, de votre point de vue, généralisé, dupliqué? Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme modèle, en fait? Alors oui, parce qu'en fait, c'est une expérimentation, mais c'est une expérimentation qui a vocation à la fois à être généralisée et puis essaimer sur l'ensemble du territoire français. Donc en fait, depuis 2 ans maintenant, nous avons mis en place, alors pas uniquement la Maison de l'Emploi sur laquelle j'interviens, mais également donc avec celle de Lille, Lens et celle de Cambrai, ce qui fait que nous avons des territoires différents, à la fois ruraux et puis très urbains. C'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Donc nous étions tous dans le projet Maison de l'Emploi et Développement Durable, donc avec effectivement des choses qui ont réussi et d'autres qui finalement étaient plutôt donc à poursuivre d'une autre manière. Fort des constats finalement de la montée en compétences des compagnons, eh bien, nous sommes dit que la formation étant beaucoup trop éloignée, nous allions travailler sur une formation qui venait aux portes du chantier. Et en fait, nous avons travaillé de la manière suivante. À la fois, donc, nous avons monté un projet qui lie les maisons de l'emploi qui interviennent donc sur des territoires de proximité, l'ADEME, le Conseil régional, Constructis, qui est l'OPCA donc de la construction, voilà, qui finance la formation. Un cluster, donc CD2E, qui se situe à Lens et qui travaille sur l'éco-construction. Et nous avons donc travaillé sur à la fois donc la mise en place
d'un projet de formation un projet de formation complètement innovant, puisque ce n'est pas la même chose de travailler sur une formation en chantre, alors que là, nous sommes sur une formation qui intervient... On ne peut pas être plus local, là. Hein, voilà, qui est locale du... et qui, en plus, intervient aux portes du chantier. Donc, il faut également travailler sur des méthodes pédagogiques un petit peu différentes. Et pour ce faire, ce que nous avons fait, c'est de rechercher, en fait, des chantiers exemplaires en termes de performance énergétique. C'est-à-dire que nous avons donc au sein des maisons de l'emploi des chargés de mission qui vont rechercher sur leur territoire les maîtres d'ouvrage et voir quels sont les projets qui vont relever de performance énergétique. Ces projets donc, vont passer sous les fourches codines à la fois de Constructis et du cluster CD2E pour vraiment vérifier, parce qu'entre eux, Mais les chantiers ils sont exemplaires, excusez-moi de vous interrompre, mais ils sont exemplaires sur le papier. C'est avant d'être terminé, sinon... Exactement, oui, d'accord. voilà, c'est ça. Les objectifs sont exemplaires. Voilà, les objectifs sont exemplaires, mais malgré tout, il faut vérifier qu'à l'intérieur des cahiers des charges, on ait bien le respect de toutes ces normes-là, parce que c'est pas toujours le cas. En fait, une fois que le chantier donc est accepté, eh bien donc les entreprises sont tenues, dès lors qu'elles acceptent de participer au chantier, elles sont tenues donc de faire en sorte que la formation se déroule entre toutes les entreprises. Donc on est là sur vraiment un travail coopératif, nous sommes sur de la coactivité et l'ensemble en fait des compagnons mais également de l'encadrement va suivre la formation. Et alors, donc, la formation va se faire par le biais de containers qui vont développer à la fois... C'est des sortes de camions, en fait. Voilà, c'est un camion donc, qui se déplace, qui va s'appuyer sur vraiment les éléments de chantier, c'est-à-dire que si on doit travailler sur la formation isolation paille, eh bien, il y aura une formation sur cette thématique-là. Si on est sur une autre forme d'isolation, ce sera autre chose. Et en fait, c'est 11 heures de formation pour l'encadrement, c'est 15 heures pour les compagnons. Et en fait, cette formation va vraiment travailler sur l'enveloppe du bâtiment, sur l'habitude également de travailler ensemble. On comprend bien l'intérêt de le faire pour le chantier en question, mais ce qui est peut-être moins évident, c'est, étant donné que c'est appliqué vraiment à un chantier particulier, comment on fait pour généraliser ça, puisque finalement, s'il faut le refaire à chaque chantier, reformer les ouvriers sur... Alors, comment on passe à l'échelle voilà, les chantiers qui sont repérés sont des chantiers qui ne vont pas être faits par les mêmes entreprises, hein, puisqu'en fait, on est sur un territoire... Vous touchez combien justement, à peu près combien d'entreprises et combien d'ouvriers ? En fait, l'idée, c'est qu'il y ait aussi suffisamment d'entreprises formées sur ces chantiers-là. Donc, on ne peut pas être sur des tout petits chantiers, d'une part. Donc, nous avons un objectif sur les 4 maisons de l'emploi de 20 chantiers sur l'ensemble de l'expérimentation. Et effectivement, la généralisation du projet fait que pour l'instant, nous sommes sur des salariés du bâtiment. L'idée, ce serait également d'intégrer d'autres publics qui sont des publics demandeurs d'emploi pour leur permettre également cette montée en compétences. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Adem ? Est-ce que ça arrive fréquemment que vous aidiez, vous accompagniez l'ADEME le déploiement d'expérimentations qui ont été menées de manière très locale comme celle-ci ? Oui, l'ADEME soutient beaucoup de projets de démonstration et ensuite, une fois que l'expérimentation s'est avérée concluante... Pas seulement technologique, donc la démonstration, là, non, pas forcément, vous voyez. Et ensuite, la diffusion. Donc, ça, c'est une super expérimentation, puisque, grosso modo, on leur apprend à apprendre sur le tas, en conditions réelles, avec tous les imprévus que cela implique. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça ? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air vraiment super, sur mesure, etc. Mais est-ce que c'est pas trop long ? Est-ce que c'est pas trop le nombre d'heures évoquées
par Catherine n'est pas Non, énorme. c'est pas Hein. énorme, non. Pour sans doute un gain à long terme pour ces entreprises très, très significatif. Donc je pense que je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir diffuser en parallèle à la formation continue, etc., qu'il va falloir diffuser de manière à grande échelle, en fait. Permettre, nous sommes quand même sur de nouveaux modèles de formation, puisque là, avec la réforme de la formation professionnelle, nous arrivons sur la formation en situation de travail. Celle-ci est aux portes du chantier. Demain, la formation sera en situation de travail sur l'ensemble des métiers. Donc, on est complètement dans des nouveaux modes d'apprentissage. Vous êtes précurseur de quelque chose qui va se généraliser. Alors, je vois que l'heure tourne et je voudrais laisser quelques minutes pour des échanges avec la salle. Du coup, je vais vous donner la parole brièvement parce qu'il y a un point qui m'a interpellée quand on a discuté en amont de la table ronde, c'est que vous m'avez dit que la France était plutôt bien placée, voire très bien placée dans votre rapport en termes de préparation justement à cette transition énergétique, alors que, bon, évidemment, moi, en tant que journaliste qui voit toujours le train qui n'arrive pas à l'heure, j'ai plutôt observé les déficiences en la matière. Est-ce que ne nous parlez pas trop longtemps, déjà on n'a plus beaucoup de temps, et puis je ne veux pas vous faire avoir une quinte de tout, je voudrais que vous restiez avec nous jusqu'à la fin. Oui, la France est plutôt bien placée. Je partage le constat de Catherine Grévaux sur le fait que les moins qualifiés ont souvent moins accès à la formation professionnelle des adultes que les mieux qualifiés. C'est surprenant, mais c'est comme ça, c'est un constat qu'on observe partout dans le monde. Malgré ça, je suis d'accord avec la conclusion de Gaëlle, comme quoi en France, il n'y a pas de vrai problème pour les entrepreneurs, pour les entreprises de l'économie verte à mettre en œuvre leurs pratiques. Et je voudrais juste rapidement revenir sur d'abord qu'est-ce que c'est que le développement des compétences. C'est quoi une politique de formation? Essentiellement, c'est 3 éléments. Premièrement, c'est l'identification des besoins présents et futurs des compétences sur la base de données statistiques, d'analyse de ces statistiques, d'enquêtes d'entreprise, de consultation avec les syndicats. Deuxièmement, c'est la mise en place de programmes de formation, de curriculum, de la définition de nouveaux métiers, de nouvelles occupations qui répondent au manque. Et troisièmement, évidemment, il s'agit de contrôler la qualité des formations. Donc, pour parler de la France, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu, premièrement, il y a eu un débat national en 2007 qui intègre les différents niveaux locaux, régionaux et nationaux où les ONG, les syndicats, les entreprises, les gouvernements, tout le monde a pu participer à l'élaboration de la politique environnementale et y mettre des petits bouts, une certaine représentation, en fait. Une certaine représentation des besoins en compétences. Deuxièmement, il faut des centres d'analyse des métiers qui puissent analyser l'évolution de l'économie verte et de la création d'emplois des économies sur la base de définition des métiers verts qui soient acceptés par tous les acteurs. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et troisièmement, en France, les programmes de formation professionnelle sont régulièrement adaptés ou renouvelés pour tenir compte de l'évolution de l'économie verte. Et finalement, le rôle des compétences a été intégré dans les réglementations environnementales, comme par exemple en 2016 avec la loi de la reconquête de la biodiversité. Donc la France, c'est carrément un très très bon élève pour nous en matière de développement des compétences pour l'économie verte, puisqu'on observe une très bonne intégration entre formation et environnement à plusieurs niveaux. Merci beaucoup. Bon, on va terminer presque cette table ronde sur un cocorico. Bon, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein quand même. Je persiste. J'aimerais en fait terminer sur un autre thème, passer de l'aspect quantitatif à un aspect finalement qualitatif et aussi un aspect co-bénéfice en fait. C'est-à-dire que vous me le disiez vous-même, Monsieur Callennec, finalement, on parle de à peine 1 million de création d'emplois à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on a 6 millions de chômeurs. Donc, c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes d'emploi de France. En revanche, cette transition énergétique s'accompagne de co-bénéfices
que vous rechignez un peu à monétariser, enfin en tout cas dont vous êtes réticent pour en estimer la valeur monétaire, mais qui sont bien réelles. Et finalement, vous dites c'est presque plus important encore que la création d'emplois. Enfin, peut-être que je vais un peu trop loin, mais... Oui. Il y a 10 ans, on nous expliquait la transition énergétique et écologique va ruiner la France. On nous parlait de destruction de centaines de millions d'emplois, d'effondrement entier de pans industriels, etc., etc. Toutes les équipes de modélisation économique concluent aujourd'hui que le gain sera positif, mais pas énorme. Comme vous disiez, c'est presque l'épaisseur du trait. Sur longue période, c'est plus 0,1, plus 0,2% de croissance annuelle moyenne. Donc c'est presque rien. En fait, la question de la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas un enjeu économique. Ce n'est pas un enjeu économique. C'est un enjeu strictement environnemental et l'objectif, c'est d'assurer le bien-être, la survie des jeunes générations. Quand je parle de jeunes générations, elles sont déjà nées. Elles sont là. Elles sont là, Voilà. C'est vous. Donc oui, effectivement, ces considérations économiques, plus ou moins, puis plus ou moins de balance commerciale, de déficit public, etc., sont grosso modo dérisoires. Et ça, c'est un message qui est bien passé. Aujourd'hui, on réalise que finalement, les enjeux ne sont pas économiques, ils sont environnementaux. Alors, vous parliez de co-bénéfices. Déjà, le premier co-bénéfice, c'est d'éviter l'apocalypse climatique. Si on perd 75% de notre productivité agricole, éviter ce drame est déjà en soi un immense bénéfice. Et puis après, vous avez des bénéfices en termes de pollution de l'air. Généralement, c'est lié avec la circulation automobile et les carburants fossiles. Et la production d'énergie. Oui. La santé. Donc, on a entendu qu'aujourd'hui, on avait plus de 60 000 morts prématurées en France chaque année par an à cause de la pollution de l'air. J'en étais resté à 48 000, moi. Mais je crois que ça a été révisé. Alors, ça a été révisé la hausse, semaine dernière, voilà, précisément. J'ai du mal à suivre toutes les catastrophes. La révision, les chiffres ont même été doublés pour l'ensemble de la planète. Donc ça n'est pas un petit, sujet. Petit sujet. Vous avez la pollution sonore également. Si demain on a un parc automobile qui est entièrement électrique, vivre au bord du périph' sera supportable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, etc., etc. On pourrait démultiplier les exemples. Et enfin, Tamina, j'aurais voulu aussi, vous, au BIT, d'une façon générale, vous plaidez pour un emploi, alors quelle est l'expression exacte, décent, le plein emploi décent. Voilà. En quoi la transition énergétique favorise-t-elle, de votre point de vue, le plein emploi décent? Et ce sera le mot de la fin, et ensuite on laissera éventuellement le micro à la salle pour quelques questions. Merci. En effet, parlez bien près du micro, s'il vous plaît. En effet, les emplois créés par la transition, ils peuvent être de qualité à la condition que les conditions de travail sont décentes. Voilà, c'est un peu aussi une expression un peu circulaire, mais pour donner un exemple, une politique de zéro des déchets va bien sûr créer beaucoup d'emplois dans le secteur des déchets ou gestion de déchets. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aura beaucoup de risques à la santé des travailleurs. Donc, si certains pays préfèrent d'utiliser, par exemple, mécanisation ou intégrer une technologie pour gérer ces processus, le minimum, c'est de créer, et je fais en référence à moi-même, aux normes de travail qui sont toujours mises à jour du côté de la santé et de la sécurité au travail. Et je pense que ça va être un point cardinal pour assurer le travail décent. Très bien, merci. Donc, on peut dire en guise de conclusion provisoire de cette table ronde que finalement, on parle autant de mieux d'emploi que de plus d'emploi, d'une certaine façon, en matière de transition énergétique, écologique, lutte contre le changement climatique. Voilà, je vous propose éventuellement d'en rester là. Peut-être je vous redonnerai la parole pour un dernier mot de la fin. Mais est-ce que certains dans la salle ont des questions? Monsieur, merci de vous présenter. Jean-Claude Gazo, j'ai des cheveux blancs. Moi aussi. On a beaucoup parlé de climat-énergie en termes pour répondre à la question
donc changement climatique et puis les secteurs fortement consommateurs d'énergie, comme le transport et le bâtiment. J'aurais souhaité savoir s'il y a, non pas à dose homéopathique, mais s'il y a réellement des possibilités pour d'autres domaines très importants au niveau mondial, comme la préservation de la ressource en eau et la biodiversité, non pas comme effet indirect, mais comme action directe. Merci pour votre question. On va peut-être en prendre 2 ou 3. Ouh là là. Madame en vert, allez-y. Merci Oui. de vous présenter également. Bonjour Laurence Mine, je suis consultante en développement durable et je travaille beaucoup ces derniers temps sur les problèmes de consommation énergétique de toute l'industrie du numérique. Je sais que c'est des chiffres vraiment à la louche, mais on parle de 10% de consommation mondiale de l'électricité et avec une consommation qui n'arrête pas d'augmenter. Et d'énormes potentialités en matière d'économie d'énergie. Alors, ma question n'est pas pour que vous m'indiquiez sur le fait que est-ce que ça consomme ou pas, mais j'ai remarqué que dans tout ce qui était domotique, on a eu énormément de petites PME, de start-up qui se sont développées en France. Et je me demandais si dans cet nouvel objectif d'économie d'énergie de manière massive dans l'industrie du numérique, ce ne serait pas un territoire extraordinaire de développement des start-up et à ce moment-là, que font les organismes publics français pour favoriser ce nouveau champ de création d'emplois et d'activités? Merci pour votre question. Je crois qu'il y avait d'autres questions derrière. Oui, mademoiselle, monsieur, allez-y. C'est pour revenir. Merci de vous présenter et dire à quelle structure vous appartenez, s'il vous plaît. D'accord. J'imagine lycée, mais oui, je vous écoute. Lycée Turgot, Gabriel Pineda, en première ES. C'est pour en revenir à ce que vous disiez au début de la séance sur les actions plutôt pessimistes, jusque-là menées par les politiques écologiques en Europe. Est-ce que vous pensez qu'avant les élections européennes en 2020, si je ne me trompe pas, il y aura... C'est en 2019, là, c'est dans 2 mois, 3 mois. Ok. Pensez-vous que d'ici là, en réaction aux protestations vis-à-vis du climat, il pourrait y avoir une action globale de la part de l'Union européenne sur ce sujet? Voilà. Merci. Mademoiselle, c'était la même question ou une autre question? Non. Bonjour, je m'appelle Alice Malak et je me demandais en fait, parce que vous avez dit tout à l'heure que la transition énergétique n'était pas un enjeu économique, mais plutôt un enjeu climatique. Et donc, on a quand même beaucoup entendu parler de l'idée selon laquelle le capitalisme ne serait pas compatible à long terme avec le défi énergétique qui est devant nous. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors, vous avez 2 heures devant vous, là, parce que je pense que ça va être très compliqué de répondre à certaines questions en quelques minutes. On va peut-être commencer par les plus simples, entre guillemets, sur les actions en termes de biodiversité et protection de la ressource en eau. J'ai envie de dire, il y a encore une question derrière. Oui. Merci pour votre question. Avec ma collègue Tamina, on vous a présenté de façon très rapide le rapport de l'OIT, une économie verte et créatrice d'emplois, qui est paru en mai 2018. Nous avons, suite à ça, mis en place des activités, des projets de recherche, de suivi, et en particulier autour des conflits sur les ressources naturelles, et en particulier les conflits autour de l'eau. Et dans quelle mesure des politiques de l'emploi, je pensais en particulier au programme public d'emploi, par exemple il en existe en Afrique du Sud ou en Inde, et où les ménages les plus pauvres peuvent, s'ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent s'inscrire et travailler 100 ou plus de jours par an pour, par exemple, réparer des systèmes d'irrigation ou faire de la maintenance de routes. Et dans quelle mesure ces programmes publics d'emploi pourraient aussi avoir un effet dans la résolution des conflits. Quand on pense aux conflits autour de l'eau, on a tendance parfois, de façon un peu rapide, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, à voir ça en termes ethniques ou en termes religieux même. Et on oublie qu'en fait, avec la pression démographique, il y a un enjeu énorme de perdre son emploi et son mode de vie et son activité économique et d'être obligé de se transférer dans une autre région où le groupe va se retrouver en concurrence avec des gens qui, effectivement, utilisent le territoire local. Donc, nous, notre angle, c'est vraiment le monde du travail. Dans quelle mesure l'emploi, le travail participent de la résolution
des conflits sur les ressources naturelles et en particulier autour de l'eau. Donc on vient de commencer, on a à peine commencé. Merci beaucoup. Le numérique, la consommation, bon, heureusement la dame ne nous demande pas de lui dire que non, ça ne consomme pas. Est-ce que c'est un foyer de création d'emplois, de start-up notamment, d'innovation, hein, si je résume Le question. secteur est en plein boom. Il est très énergivore, ça c'est sûr. Je ne sais plus combien on dépense de grammes de CO2 au mail stocké dans nos serveurs. Il faut lire les publications de l'ADEME pour le savoir. C'est considérable. Donc nettoyez vos boîtes mail régulièrement. Hein. Il est difficile de limiter la consommation d'énergie de ces grands centres. Hein, en revanche, on peut. Il y a quelques gains d'efficacité énergétique, mais ils sont relativement modérés hein, d'année en année. En revanche, on peut faire en sorte que le secteur consomme des énergies renouvelables. Ça peut être en tout cas un foyer d'innovation. Je crois qu'il faut qu'on se dépêche un peu parce que je vois que les jeunes commencent à nous abandonner. Pour répondre à votre question, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement de politique publique, à ma connaissance, dans le domaine. De l'efficacité énergétique du numérique. L'efficacité énergétique dans ce secteur, comme dans l'industrie en général, par ailleurs. C'est malheureusement... mais on va y venir. Sur les européennes, l'incidence des élections européennes sur les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Bon, là, les échéances sont un peu brèves. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait plus de députés européens sensibles à cette question demain qu'il y en avait hier. Voilà, ça semble en bonne voie parce que les listes écologiques sont quand même bien placées, comme c'est d'ailleurs souvent le cas pour les élections européennes, mais particulièrement cette année. Ça semble en bonne voie. Et puis la mobilisation, l'évolution des mentalités, la mobilisation des jeunes, etc., paye. Elle commence à peser sur notamment l'élaboration des programmes politiques. Donc on peut espérer qu'à l'avenir, vous vous fassiez davantage entendre. Sur la remise en cause du capitalisme, je ne dirais pas que la transition énergétique remet en cause le capitalisme. En revanche, elle remet en cause une conception très néolibérale de notre capitalisme. C'est-à-dire que la transition énergétique, elle suppose une intervention de l'État et une forme de redistribution des richesses. On voit bien qu'on n'atteindra pas nos objectifs, par exemple climatiques, sans une taxe carbone importante. Pour éviter que ça ne creuse les inégalités et que ça aggrave la paupérisation des catégories défavorisées, il va falloir une redistribution des richesses. C'était le sens d'un rapport qui a été rendu public aujourd'hui même. Voilà. Or, intervention de l'État et redistribution des richesses, c'est quand même les deux mamelles de la social-démocratie, je dirais. Par ailleurs, la montée en puissance de la fiscalité écologique a pour but de limiter le productivisme à l'extrême et le consumérisme à l'extrême, c'est-à-dire mettre un terme au gaspillage qui est aujourd'hui un des moteurs aussi de notre modèle néolibéral, tayloriste, etc., etc. Donc, je ne dirais pas que ce sera la mort du capitalisme, mais en tout cas, on devrait lui donner un nouveau visage. Peut-être aussi une certaine quand même remise en cause des indicateurs qui sont utilisés aujourd'hui, comme le PIB. On ne va pas entamer le débat sur le sujet maintenant, mais puisque quand on parlait de plutôt mieux d'emploi que plus d'emploi, ça rejoint un peu ce sujet. Je crois qu'il y avait vraiment une question brève, réponse brève. Ah, on ne vous entend pas. Non. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors bonjour, Séverine Serre, je suis la fondatrice de la Fédération des juristes de France. Je suis juriste, je suis aussi consultante. Et donc je voulais juste réagir en fait à votre réponse sur le caractère énergivore des nouvelles technologies et des nouveaux usages technologiques et des start-up dans cette matière, parce que je suis aussi une geek en plus d'être juriste et consultante. Et il existe en fait, et donc je veux juste à titre informatif vous le dire puisque ça n'a pas été mentionné, il existe des pratiques, en réalité des pratiques conformes qui se développent au sein des entreprises, des hébergeurs Internet, qui réutilisent en fait l'énergie
qu'ils consomment eux-mêmes, en fait, qui est donc effectivement les systèmes de serveurs sont très énergivores, mais au lieu de cantonner leur utilisation au service technologique qui est donc délivré à leurs clients, ils utilisent par exemple la chaleur produite par les serveurs pour produire de la chaleur et donc réduire par ailleurs leur consommation électrique ou autre pour le chauffage dans leur entreprise par exemple l'hiver. Ils réutilisent voilà leur consommation pour la production de leurs services. Ils arrivent à en faire un double usage et de cette façon à rééquilibrer leur empreinte écologique. Voilà, je voulais juste... Oui, vous avez parfaitement raison de le mentionner, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Il existe des tarifs de rachat qui incitent les entreprises à revendre la chaleur produite, on va la réinjecter dans les réseaux de chaleur, etc. Ça, c'est au niveau, par exemple, des data centers, mais ce dont parle mademoiselle, je crois, c'est au niveau de chaque entreprise. Il y a des startups spécialisées comme... Voilà. On ne citera pas de marque. Je pense que ce n'est pas encore complètement généralisé, mais on y arrive, voilà. Et donc ça répond à la question aussi. Oui, il y a un dispositif d'accompagnement de politique publique via ces tarifs de rachat, mais ce n'est pas spécifique pour le secteur en fait. Voilà. Mais bien sûr, heureusement, il y a des acteurs qui ont de très bonnes pratiques et ils sont de plus en plus nombreux, ce qui nous permet de nous réjouir. Ce qui nous permet de terminer sur une note positive. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous pour votre intérêt et bonne fin de printemps de l'économie.